Bonsoir à tous, bienvenue dans la Une sur Géopolise Télévision, votre émission de décryptage, de compréhension de l'actualité socio-politique et économique de la République démocratique du Congo et au-delà. Vous savez, en RDC, il y a beaucoup de sujets d'actualité, dont celui-ci, l'assassinat d'un professeur d'université, en tout cas le meurtre du professeur Abata de l'université de Kinshasa qui a mis du feu aux poudres. Le professeur d'université ont finalement décidé de débrayer, de pouvoir cesser d'aller à l'université, de cesser les activités dans la première grande université de la République démocratique du Congo pour protester contre l'insécurité dont ils se disent être victimes évidemment des autorités du pays, notamment le ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières, Jacques Méchabani, à pouvoir renforcer la sécurité de professeurs d'université, particulièrement, pourquoi pas, de toute la population à travers la République démocratique du Congo et spécialement dans la ville de Kinshasa. Quelles sont les conséquences de cette décision? Comment est-ce qu'on peut y remédier? Comment mettre fin ou soit diminuer justement les taux de criminalité, principalement dans la ville de Kinshasa? J'ai le plaisir de recevoir nos deux invités sur ce plateau. Vous allez le découvrir tout à l'heure. On parlera également de notre sujet d'actualité, celui de Front Congolais qui, après l'embellie de quelques mois, depuis septembre jusqu'aujourd'hui, le Front Congolais a connu la première, en tout cas une grande première ces 10 dernières années, c'est-à-dire l'appréciation du Front Congolais vis-à-vis des devises étrangères et les francs congolais qui commencent un tout petit peu à reculer, en tout cas à pouvoir perdre un tout petit peu de la valeur. Ça dépend, on change aujourd'hui les 10 dollars en 22 000 francs, 23 000 francs par endroit. Comment est-ce qu'il faut pouvoir apprécier cette situation? Déjà, le sujet intéresse le Conseil des ministres. Le président de la République a mis en garde contre une appréciation encore vertigineuse du dollar américain, la devise étrangère de référence pour les francs congolais. Et aujourd'hui, comment est-ce que les économistes y travaillent? J'ai, moi, le plaisir de recevoir des chevronnés, deux journalistes de Géopolise Télévision. Je m'apprête à présenter d'abord Patrick Ilunga qui est à ma droite, à votre gauche à la maison. Bonjour Patrick. Bonjour José Junior Owawa, bonjour à mon co-débatteur qu'on va présenter tout à l'heure, bonjour également à nos téléspectateurs. Merci beaucoup Patrick Ilunga qui est spécialiste de questions de sécurité, spécialiste également de questions sociopolitiques et économiques de la République démocratique du Congo. Il anime effectivement Desk et Sécurité à Géopolise Télévision, également directeur du tri-hebdomadaire Géopolise Hebdo à Géopolise. Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes avec Dieudonné Bonali. Bonjour Dieudonné. Bonjour José Junior Owawa, merci de l'invitation. Bonjour à mon co-débatteur Patrick Ilunga. Salutations à nos fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup à vous. Je vous n'êtes plus vraiment à présenter parce que vous êtes un habitué de l'émission, mais pour ce que vous découvrez pour la première fois, Dieudonné, c'est le directeur de publication de Géopolise Magazine, le magazine de Géopolise, le plus grand média du groupe de presse Géopolise. Aujourd'hui, vous êtes à la 72e édition, je crois, qui est sortie la fin du mois de décembre 2025. Et comment on comprend les grands sujets, les grands thèmes qui sont abordés? Est-ce qu'il y a un autre numéro? Comment ça se comporte déjà, celui qui est sur le marché? Merci pour la question. Nous, de plus en plus, Géopolise Magazine, la revue des ressources naturelles, produit phare, pour ne pas dire média phare du groupe de presse Géopolise Forum, redevient régulier sur les marchés. Pour les 3 derniers mois, nous avons respecté notre périodicité, celle d'être un mensuel. Nous avons produit successivement l'édition d'octobre, de novembre et de décembre. Le dernier numéro est consacré à l'accord de Washington, le fameux deal minier signé entre Kinshasa et Washington sur les méthodes stratégiques essentielles pour la transition énergétique. Ces numéros se comportent bien sur les marchés. La distribution est en cours. Nous nous apprêtons déjà à débuter les montages du premier numéro de janvier 2026 qui sera consacré à Mining Indaba et autres forums miniers internationaux. C'est un numéro que je convie à lire à tous nos lecteurs.
Voilà, on va certainement organiser une émission spéciale, c'était promis, autour justement de ce magazine. Et comme d'habitude, nous allons revenir sur les grands thèmes qui ont été développés à travers ce numéro, 72e édition de Géopolis Magazine, édition régulière, hein, édition régulière, en tout cas traditionnelle, parce qu'il y a d'autres éditions spéciales qui avaient été diffusées. Alors, on revient sur le juste du sujet avec vous, Patrick Ilunga. Il y a quelques années, quelques semaines, quelques jours déjà, il y a en pleine nuit, en tout cas on parle de 2 heures du matin, le professeur Abata, que vous connaissiez très bien, vous avez fait l'université de Kinshasa avec moi, de la faculté des lettres finalement, qui reconnaissait déjà un professeur, il était là, professeur ordinaire à l'université de Kinshasa. Finalement, on apprend sa mort la nuit, semble-t-il, par des hommes armés, qu'il aurait été touché par des projectiles, et aujourd'hui, sa mort revient sur les devants de la scène, qui met une autre réalité sur les tableaux, en tout cas sur la place publique, et c'est celle de l'insécurité un peu grandissante de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'emblée quand vous apprenez ce sujet, et comment est-ce que vous appréhendez cela? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, monsieur cher José Junior Owawa. Et puis, on va s'incliner d'abord sur la mémoire du professeur Abata Diabansono, donc un professeur qui part, on va dire, qui est arraché à la vie de cette manière-là. En tout cas, c'est très dommage, mais ce n'est pas nouveau. Ça peut être nouveau pour un professeur d'université, mais ce n'est pas nouveau de crimes comme ça à Kinshasa ou bien dans les grandes villes, Lubumbashi ou peut-être d'autres villes encore. Des crimes, c'est peut-être des crimes crapuleux de bandits de grand chemin qui se multiplient. Ça met justement en lumière le fait que les villes congolais sont de moins en moins sécurisés, et actuellement il y a un besoin, au-delà de rendre hommage ou bien de terminer les enquêtes pour le professeur qui a été abattu, il y a un besoin de renforcer la sécurité dans les villes. Vous savez, les spécialistes des questions sécuritaires peuvent dire que les villes qui sont peuplées ou bien bondées comme la ville de Kinshasa ou bien les grandes villes partout, il y a toujours un certain débordement de l'insécurité, mais il faut pour cela une certaine anticipation des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics doivent pouvoir mettre en place des systèmes de sécurité. On a maintenant depuis des années les commissariats dans les quartiers, mais parfois des commissariats sous-équipés, parfois des commissariats qui n'ont pas le moyen de communication pour, en cas d'une grande attaque, chercher ou bien appeler d'autres équipes en renfort. Vous avez des commissariats parfois avec des policiers qui ne sont pas forcément très bien formés, très bien motivés. Très bien formés, je dis pas, on va dire, aux interventions aux interventions sensibles. Donc il faut tout ça. Je pense qu'il faut, au-delà de la réponse, ça peut être réponse conjoncturelle. Aujourd'hui, le professeur a été tué. On va peut-être faire des recherches, des investigations pour savoir est-ce que c'était juste un crime crapuleux ou bien c'était un crime qui le visait lui particulièrement pour ce qu'il faisait en tant que professeur. Ça, ce sont les enquêtes qui le diront. Mais au-delà, je disais, au-delà de la réponse conjoncturelle, il faut une réponse structurelle dans l'ensemble pour sécuriser les grandes villes, parce que l'insécurité urbaine, c'est vraiment un casse-tête aujourd'hui, parce que bon, le professeur qui est mort, c'est parce que c'est un professeur, c'est une grande institution d'éducation au niveau de la nation, mais on peut s'interroger combien de citoyens lambda ont été victimes des attaques, victimes de cambriolages, victimes d'assassinats comme ça. Ça, c'est une vraie question et elle demande une réponse structurelle au-delà de la réplique conjoncturelle qui est en train de se préparer. Et dans l'entretemps, vous avez suivi le ministre de l'Intérieur Chabani Lukou, qui a été justement voir le professeur. Vous avez vu les images que nous balance par la réalisation. On voit effectivement, il a visité l'université de Kinshasa, il a assisté même aux obsèques de professeur, en tout cas au lieu de recueillement. Voilà ce qu'il déclare. J'ai rassuré à la communauté universitaire que les enquêtes
enquêtes sont en cours et que toute la lumière sera faite. Le gouvernement est déterminé à identifier les acteurs, les interpeller et les traduire en justice dans le strict respect de la loi. Ce qui dit Chabani Loukou Jacquemin, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée sur les niveaux d'évolution de cette enquête et qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui, en tout cas ce qui c'est dans ces volets qui consistent justement à identifier ceux qui ont pu commettre ces crimes? Déjà, je crois que à la suite justement de ce meurtre ou bien de cet assassinat, il y a un suspect qui a été attaqué, il est succombé de ses blessures. Ça, c'est la preuve d'un deuxième dysfonctionnement justement. Premièrement, il y a eu un dysfonctionnement sécuritaire, on a attaqué dans, je crois, le plateau des professeurs. Deuxième chose, c'est que il n'y a même pas eu l'intervention, c'est des civils qui s'en prennent à un suspect juste par ressemblance de traits physiques. C'est-à-dire que le fait de se rendre justice soi-même, ça veut dire justement qu'il y a une certaine absence. Et de comme la justice. Voilà, se rendre justice, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une certaine absence de justice et comme la nature a horreur du vide, les gens se sont rendus justice eux-mêmes, ont commis un autre crime. Parce qu'en réalité, c'est un autre crime. C'est lui qui est coupable. Et ce sont les cours et tribunaux qui établissent la culpabilité d'un meurtrier, d'un assassin. Donc, je crois que cette affaire nous balance à la figure deux grands dysfonctionnements. D'abord, le dysfonctionnement sécuritaire. Deuxièmement, le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire dans son ensemble. On ne parle pas de petites villes où il n'y a peut-être pas des routes, il n'y a pas de communication. Nous parlons de la capitale où il y a toutes les institutions et la justice n'est pas en mesure de, on va dire, les gens ne sont pas en mesure n'ont pas le réflexe d'avoir le recours à la justice nationale, à la justice traditionnelle. Ils font appel à une justice. On se fait justice soi-même. On se fait justice soi-même. Et ça, à mon avis, c'est un double dysfonctionnement qui doit être adressé, qui doit être attaqué au niveau d'abord conjoncturel, aujourd'hui vite fait, mais au-delà, c'est un questionnement structurel qu'il faut peut-être élargir peut-être à d'autres villes, mais d'abord commencer par les grandes villes qui sont en proie à l'insécurité urbaine. Mais alors, Dieudonné, c'est un coin que vous maîtrisez mieux. Vous avez fait également l'université de Kinshasa. Vous avez vécu à un certain moment, quand on parle du village Kinduku, de quoi est-ce qu'on parle finalement et comment ce professeur se retrouve là-bas? Parce que généralement, on savait que les professeurs sont plutôt au plateau de professeurs. Excusez la redondance. Merci pour la question. Je présente mes condoléances à la famille éplorée et aussi à la à la communauté scientifique et académique de la RDC. Nous avons perdu un érudit, un enseignant. Nous avons perdu une bibliothèque, un formateur de la jeunesse, au nom du professeur Abassa Diabonsono. Je pense que j'ai bien prononcé son nom. Parlons d'abord du cadre de travail qui est l'université de Kinshasa, la plus grande du pays, si pas la première, créée en 1954 par les Belges. Cette université est fréquentée aujourd'hui par plus ou moins 20 000 étudiants. Vous avez plus ou moins 5 000 personnes qui y vivent, dont les étudiants internes qui habitent les résidences estudiantines, les hommes 10, hommes 20, hommes 80, les hommes 30 plateaux, 150 plateaux, Vatican. Vous avez les quartiers appelés plateaux des professeurs, vous avez Kinduku, vous avez l'extension des quartiers dans la commune de Livulu, non loin du marché de Banzalemba. Et il y a aussi certaines résidences qui appartiennent jusqu'aujourd'hui à l'université de Kinshasa, même certains hommes qui sont à Kimwenza Mission et aussi dans les quartiers qu'est communément appelé Rigini. C'est pour vous dire que le patrimoine foncier de l'université de Kinshasa est énorme en ce qui concerne les conditions d'hébergement non seulement du personnel scientifique, académique et technique, mais aussi en ce qui concerne les étudiants qui fréquentent cette alma mater. Maintenant,
avant d'arriver à l'assassinat du professeur Abassa, il y a eu des signaux d'alerte au sein même de la même université, à Bata. Il y a eu des étudiants, changeurs de monnaie, qui se débrouillent. Vous savez que dans notre pays, il y a certains étudiants orphelins, il y a certains étudiants dont les parents sont déjà partis à la retraite. Il y a des étudiants issus des familles démunies. Quoi de plus normal que de trouver parmi les changeurs qui œuvrent à l'université des étudiants. Avant l'assassinat de ces professeurs, il y a eu des attaques contre les cambistes, contre certains commerçants qui ont des activités au sein même de cette université. On avait tiré la sonnette d'alarme ici pour dire qu'il faut achever la clôture de l'université de Kinshasa, dont les travaux avaient débuté lors de derniers Jeux de la francophonie. Parce que quand les pays s'apprêtaient à organiser ces Jeux, nous avons vu que l'université avait été choisie pour héberger certaines délégations et athlètes. C'est comme ça que cette université a bénéficié des travaux de réhabilitation et de modernisation de toutes ces infrastructures. Routes d'accès, les jardins, les résidences estudiantines, les restaurants, tout a été refait. Mais la clôture n'a jamais été terminée. À l'université de Kinshasa, vous pouvez provenir de n'importe quel recoin, vous allez y accéder. Il y a plusieurs quartiers qui environnent l'université où habitent aussi certains bandits des grands chemins, des Koulouna. Vous avez Mbanzalemba, vous avez Rigini, vous avez Livoulou, vous avez Kindele, vous avez Kogelos, vous avez Tchad. Il faut sécuriser cette université en terminant la clôture. Autre chose, le nombre de gardes universitaires est insuffisant. Certains gardes universitaires ont vieilli. Je me demande combien peuvent encore courir pour aller secourir un professeur d'université au plateau des professeurs ou bien un étudiant dans une résidence étudiantique qui est attaqué par un Koulouna. Il faut recruter de nouveaux gardes universitaires, de jeunes. Cet assassinat, je pense, nous ne devons pas prendre ça à la légère. J'ai apprécié le fait que le vice-premier ministre de l'Intérieur ait fait les déplacements. Lui-même, nous rappelons, c'est un fils d'un ancien professeur, Chabani, qui enseignait à la faculté des sciences. Je pense les collègues du professeur, l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Théophile Mbemba, ouais. Le paix à son âme. Jacques Chabani a habité dans cette université, au plateau des professeurs. Il connaît mieux que quiconque les problèmes de l'université de Kinshasa. Les problèmes de l'insécurité à l'université de Kinshasa ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date même de l'époque où nous fûmes des étudiants là-bas. Patrick, vous et moi, nous avons étudié là-bas. L'insécurité est devenue de plus en plus grandissante. Il faut prendre des solutions idoines. Il faut une riposte rigoureuse. Je conseille même à nos forces de sécurité, pourquoi pas boucler même tous ces quartiers environnants pour chercher des personnes qui détiennent des armes et qui ne sont pas ni policiers ni militaires. Le ministre de l'Intérieur a promis, comme je le disais tout à l'heure, a promis que la lumière serait faite autour de cette affaire que nous allons boucler par la déclaration des professeurs d'université. J'aurais été en connivence et j'aurais été en communion avec la régie. On aurait pu avoir justement les images ou les sons, par exemple. Voilà, ces images-là où on peut suivre peut-être le professeur de la PUCUN qui ont fait une déclaration justement pour protester contre ce qu'ils qualifient justement l'exposition dont ils sont victimes de la part de bandits des grands chemins qui ont malheureusement pris la vie de l'un de leurs. Sommes les gouvernements. La PUCUN et ses alliés décident de faire un sit-in ce lundi 12 janvier 2026 au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. La PUCUN somme le gouvernement à prendre en charge les obsèques du Découyus, la vie et la survie
de la veuve et de toute sa progéniture. La Pikine demande au gouvernement de mettre tout en place pour trouver un endroit pour les sépulcres de notre collègue. M'ont touché la communauté universitaire. Au sortir de l'audience, le professeur David Loubo a salué l'écoute attentive et les assurances données par le ministre des Affaires intérieures. C'est vrai, nous avons un cas malheureux d'assassinat, la mort par assassinat d'un professeur, le professeur Abata Dabarsona Mathieu. Et nous avons voulu voir celui qui a la charge de la sécurité des personnes et de leurs biens. Et nous avons parlé, il nous a rassurés, il nous a donné des réponses à toutes nos préoccupations en concernant la sécurité sur les sites universitaires et les quartiers environnants. Ce qu'il faut annoncer ici, c'est aussi le fait qu'il a tenu à se complaire de la manière la plus chrétienne et aussi académique les collègues disparus. Voilà pourquoi nous annonçons, au lieu du sit-in qui était prévu demain, l'autorité nous a fait la faveur de monter, et alors monter en personne pour qu'on célèbre un culte en mémoire de celui qui nous a quittés dans les conditions. À cette déclaration du professeur David Loubo, qui est professeur, je crois, à la faculté des sciences politiques, hein, oui, des sciences politiques à l'université de Kinshasa. Il a été un moment aussi membre du directoire justement de la Pikine, association professeur de l'université de Kinshasa. Patrick Lungaka, vous suivez cela. Il y a beaucoup d'actions qui avaient été prévues par le professeur. Finalement, quelles sont les conséquences possibles justement de cet acte crapulé sur l'avenir justement du système éducatif, principalement au sein de cette université de Kinshasa? Non, il y a déjà l'arrêt des activités académiques, mais je crois que ça, c'est juste pour essayer de réveiller les autorités, pour qu'ils prennent en tout cas en compte les préoccupations sécuritaires de l'université de Kinshasa. Mais moi, je ne souhaite pas seulement arrêter sur le cas université de Kinshasa. C'est vrai que quand on rentre là-bas à titre personnel, on se sent bien parce que c'est là où on a étudié tous les trois sur le plateau. Mais on se rappelle aussi qu'il y a eu un braquage au niveau de l'université il y a quelques mois. Mais au-delà de ce qui se passe à l'université de Kinshasa, il y a des braquages, de cambriolages et des assassinats, ou bien de meurtres presque partout dans toutes les communes de Kinshasa, ce qui fait que la question de sécurité urbaine est vraiment elle va au-delà de l'université de Kinshasa. Au-delà de l'université de Kinshasa. Donc, si les autorités prennent des mesures pour peut-être sécuriser les quartiers environnants, les Kogelos, le Tchad, comme Dieu Lomona les a cités tout à l'heure, mais au-delà de l'UNIKIN, c'est toute la ville de Kinshasa qui a besoin d'être sécurisée et bien d'être sécurisée. Et j'en profite peut-être pour dire que comme le pouvoir public prévoit en 2026 de recruter 8000 policiers de plus, c'est peut-être aussi pour renforcer cette sécurité autour de grandes villes, dont la ville de Kinshasa. Alors, je voulais ajouter une chose aussi. Quand vous regardez la superficie de l'université de Kinshasa, elle est plus grande que celle de beaucoup de communes que nous avons dans la capitale, comme Ngiringiri, Ngaba, Lingwala. Maintenant, je me demande, quand je fais des calculs en journaliste économique, je me dis, bon, je prends l'exemple de la commune de Ngaba, vous trouvez plus de 100 policiers qui travaillent au sein de cette commune et répartis dans les différents quartiers et commissariat urbain de la commune, et puis vous avez les sous-siat. Maintenant, je me dis, mais pourquoi à l'université de Kinshasa, qui est plus grande que certaines communes, l'université n'est pas sécurisée par des policiers, et on trouve que des gardes universitaires qui n'ont pas d'armes.
Et ce sont des civils. Et ils ne sont pas formés pour faire face aux bandits des grands chemins qui viennent parfois avec des armes, des machettes, et puis ils les surprennent au sein du site universitaire. Je termine aussi par dire qu'il ne faut pas négliger cette situation de l'insécurité à l'université de Kinshasa. Parce que sur ce site, nous trouvons les centres de recherche et d'études nucléaires de Kinshasa, en sigle KRENKA, où il y a le fameux réacteur Triga. Maintenant, je me dis, si ces personnes qui créent l'insécurité à l'université de Kinshasa arrivent à entrer dans les résidences des professeurs, dans les résidences estudiantines, au niveau même des bâtiments facultaires, et si demain ils entraient au sein du bâtiment principal de KRENKA, vous voyez les dangers que nous courons dans la capitale. D'où le VPM de l'intérieur, Jacques Chabani, de demain ou bien à l'issue de ces réunions, de ces consultations, il doit renforcer la sécurité au sein de cette université. Voilà, les défis sécuritaires sont énormes, mais certes dans la ville de Kinshasa, il semblait que, comme Patrick l'a dit tout à l'heure, les autorités s'y mettent justement pour rétablir l'ordre, pour maintenir l'ordre sur l'ensemble de la capitale congolaise. 9260 km, c'est plus que la province du Kassai oriental. C'est une vaste étendue de terrain, en tout cas. L'étendue est énorme, jusqu'à plus que même la ville de Paris et d'autres grandes villes que vous connaissez à travers le monde. Kinshasa, selon les derniers chiffres, disposerait autour de 45 000 policiers. Il y a beaucoup de défis pour sécuriser une population estimée aujourd'hui à 17 millions d'habitants. C'est un sujet passionnant. Nous allons y revenir parce qu'on vous a parlé qu'on revenait aussi sur la question économique. Il s'agit de celle de francs congolais. Francs congolais, donc vous savez, la rentrée spectaculaire de la monnaie nationale en septembre dernier et qui a pris sa revanche sur les dollars américains principalement, le franc congolais qui a été apprécié. En tout cas, c'est la première fois ces 10 dernières années, en tout cas de cette manière-là, et continue maintenant de tenir les coups face au dollar américain. Il semble-t-il que ça commence à perdre un peu de la valeur et ça inquiète. Nous allons suivre tout de suite là le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui l'a dit au cours de son compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'était vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. À court terme, du regard sur les perspectives macroéconomiques de la République démocratique du Congo, le président de la République a commencé par attirer l'attention du gouvernement sur l'état de notre conjoncture macroéconomique tel qu'il ressort des données officielles et du cadrage macroéconomique contenu dans la loi des finances pour l'exercice 2026 qu'il a promulguée. Cette situation appelle une vigilance accrue ainsi qu'une action gouvernementale rigoureusement coordonnée. Si une appréciation du franc congolais a été observée depuis septembre 2025, le cadrage macroéconomique officiel anticipe néanmoins à l'horizon fin 2026 un risque de dépréciation de la monnaie nationale. En effet, le président de la République a appelé au renforcement de la discipline des finances publiques. Il a réaffirmé que la rationalisation des dépenses publiques demeure un levier immédiat, crédible et indispensable pour préserver les équilibres macroéconomiques. Elle implique une allocation plus efficiente de ressources fondée sur l'élimination des dépenses non prioritaires ou insuffisamment justifiées. Le président de la République a insisté enfin sur la nécessité d'une communication institutionnelle cohérente et responsable en matière de politique macroéconomique afin de préserver la crédibilité de l'action publique. Dès lors, il a instruit la première ministre chef du gouvernement de lui transmettre dans les 15 jours un rapport précis et documenté sur l'état d'avancement effectif du processus de rationalisation des dépenses publiques, les mesures mises en œuvre et les résultats attendus à court terme.
c'est le porte-parole du gouvernement, Patrick Moya, vous l'avez, Patrick Ilunga, c'est votre Patrick, votre homonyme voilà, c'est normal, la transition n'est pas toujours évidente. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, les francs congolais qui continuent à tenir le coup face au dollar américain? On voit les efforts de la Banque centrale du Congo qui, par l'opération d'adjudication, continue à injecter. Aujourd'hui, c'est 50 millions de dollars qui ont été, en tout cas, annoncés avoir été déposés depuis le week-end dernier par la Banque centrale du Congo après la dernière opération d'injection de cette somme d'argent pour justement essayer un peu de récupérer la masse monétaire qui est sur le marché où les francs congolais commencent à prendre encore du volume alors que nous étions dans une période où la monnaie nationale s'est appréciée jusqu'à 19% ou une vingtaine de pourcentage. Bon, je crois que ce n'est pas une surprise pour ceux qui connaissent un petit peu l'économie. Nous, journalistes, on suit aussi les questions économiques. On savait qu'avec le pic de consommation du mois de décembre, il devait y avoir un retour de bâton quelque part. Et le retour de bâton, il se fait sentir, même si la Banque centrale a annoncé que le 8 a déjà fait l'opération d'adjudication le 8 avec 50 millions de dollars. Le 12, aujourd'hui aussi, pendant que nous parlons, la même opération a été faite. Mais est-ce que c'est une opération qui peut tenir sur le long terme? C'est la question que nous nous posons. Bien que la Banque centrale dit qu'elle est en mesure de continuer, de faire cette opération de manière continue, en même temps d'assurer les importations des biens et services à partir de l'étranger. Voyez-vous? Donc, même si aujourd'hui nous vantons, entre guillemets, en tout cas la Banque centrale, les gouvernants vantent les réserves internationales qui augmentent au niveau de la banque, mais il ne faut pas oublier que la mission internationale du Fonds monétaire international qui était ici avait entre autres dit, en tout cas c'était une observation technique faite au gouvernement, que les réserves internationales que vous voyez là, bien que vous pensez que c'est beaucoup maintenant, ça a augmenté, mais c'est toujours insuffisant. Aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards, 7,5 milliards. C'est beaucoup, c'est long. Oui, mais je cite les techniciens du Fonds monétaire international qui disent que c'est toujours insuffisant. Bien que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opération que la Banque centrale tient, ce n'est pas une opération, à mon sens, qui va tenir sur le long terme. Voyez-vous, c'est pourquoi, même au niveau du Conseil de ministres, le président a dit qu'il y a un risque justement d'une certaine dépréciation. La pression est là sur le franc congolais. Alors, le président dit par exemple, ordonne au gouvernement de rationaliser les dépenses. Or, les finances publiques congolaises ont deux problèmes majeurs. D'abord, c'est l'enveloppe salariale qui est très grande, on va dire, pour payer les gens, les institutions, faire fonctionner les institutions. Ça prend vraiment un volume important de l'argent. C'est les dépenses sécuritaires. Vous et moi, on sait qu'aujourd'hui, on ne met pas à la place publique, c'est que les pouvoirs publics dépensent pour les questions sécuritaires, les questions de souveraineté. En tout cas, mais depuis 2021, on nous parle autour de 4 milliards de dollars déjà dépensés. C'est énorme, c'est énorme. Donc, voyez-vous, or, ce qui s'est passé sur le marché, c'est quoi? Les opérateurs économiques qui achètent des choses que nous mangeons, par exemple les surgelés, les poissons, les piodi, tout ça, et les habits, qui se consomment beaucoup au mois de décembre, ils achètent ça à l'étranger. Ce qui fait qu'il y a eu une pression sur la devise. La devise étant partie à l'étranger, les Congolais ont acheté majoritairement en francs congolais. Ce qui fait qu'il y a eu une grande masse de francs congolais dans le marché. Ça perturbe forcément. Et la Banque centrale, avec l'opération d'adjudication, recherche justement l'équilibre entre ces deux produits, hein, le franc congolais et la devise étrangère. Mais je crains justement que, même si la Banque centrale dit que c'est des spéculations qui sont attribuées à des personnes un petit peu négatives, qui font une certaine anticipation négative, mais c'est un cycle apparemment normal dans l'économie. Mais la parade doit être simple. La parade, c'est qu'il faut produire. Il faut beaucoup produire, de sorte que les devises qu'ils font à l'étranger pour acheter des biens et services restent sur le marché congolais, et ça pourra redonner la valeur au franc congolais.
Voilà, il y a toujours cette problématique dont parle Patrick tout à l'heure. Je crois un chiffre par exemple où on parle on parle de plus de 300 milliards de francs congolais d'augmentation de l'enveloppe salariale rien que pour 2025. Aujourd'hui, avec déjà jusqu'au mois d'août, on était à 7 milliards de francs congolais, ce qui représente beaucoup d'argent. On parle aussi de la sécurité. Et aujourd'hui aussi, on parle également de cette sécurité qui reprend autour des 30% de l'enveloppe budgétaire pour 2026. Est-ce qu'avec cette tendance, on n'aura pas toujours cette impression, effectivement, que les dollars a toujours cette tendance à vouloir prendre les dessus sur le franc congolais? Patrick a raison, j'adhère à son argumentaire. Tout ce qu'il a dit est vrai. Les ressources financières générées par les régies financières, à travers aussi les portefeuilles de l'État et autres sources génératrices des recettes pour les trésors publics sont consommées par l'enveloppe salariale qui dépasse même la moitié selon certaines sources. Vous avez aussi les dépenses sécuritaires. Il y a aussi une réalité, le fait que nous ne produisons pas assez de ressources. Pour maintenir stable notre monnaie, nous devons produire sur place ce que nous importons. Ce n'est pas en faisant les importations massives, ce n'est pas en suivant les conseils de certains opérateurs économiques qui préfèrent que la RDC soit plus un marché de consommation qu'un marché de production pour le monde extérieur, que nous allons maintenir la stabilité de notre monnaie. On ne maintient pas la stabilité de la monnaie à travers les solutions que nous voyons préconisées par la Banque centrale du Congo. Ces solutions sont importantes. À un certain moment, elles nous permettent de stabiliser notre monnaie, mais pas à long terme. Pour stabiliser notre monnaie, nous devons produire. Il n'y a que la production qui peut nous permettre de stabiliser notre monnaie. Et avant de monter sur ces plateaux, j'ai consulté le site de la Banque centrale du Congo. On parle trop de la dépréciation, mais je vais vous donner des chiffres qui vont faire mal au dos. Selon la Banque centrale du Congo, à la date du lundi 12 janvier 2026, les taux indicatifs d'échange à la Banque des banques pour la parité dollar-franc congolais, 1 dollar revient à 2186,5817 francs congolais. Là, c'est à la Banque centrale. Mais au niveau de la banque, des banques commerciales, elles sont un peu en haut que les 2186. Quand vous allez au marché parallèle, les dollars américains s'échangent à 2300 francs congolais pour 1 dollar américain. Ce taux est supérieur de loin et au taux indicatif qui se trouve sur le site de la Banque centrale du Congo. Là maintenant, je m'interroge, est-ce que la revanche de la monnaie nationale sur la devise américaine n'a été d'une courte durée? Difficile de le dire. Est-ce que c'était une courte joie, comme le dit si bien les Quinoises et Quinois? Difficile de le dire à ce stade. Mais nous devons rester vigilants, comme l'a conseillé le président de la République, et qui a demandé, selon l'élément qui nous a été balancé par la régie, un rapport exhaustif de tous les services, la Banque centrale du Congo, les ministères, la vice-primature, le ministère du budget, des finances, pour qu'on puisse prendre des mesures idoines afin de stopper ces retours-là de la manivelle, de l'ascenseur, qui fait qu'aujourd'hui, les dollars américains commencent à reprendre les poils de la bête. Et aussi, je pense, notre gouvernement conseille une chose, fait parfois aussi autre chose. Je pense, nous avons constaté qu'on paye les agents fonctionnaires de l'État à monnaie nationale. Mais que dire du personnel politique, des membres des cabinets ministériels, ceux qui voyagent, ceux qui vont en mission? Je pense qu'il faut, au même titre qu'on encourage à nous, la majorité, la population congolaise, nous les gouvernés, à consommer la monnaie nationale, à aimer la monnaie nationale, le gouvernant, il doit faire aussi des dépenses en francs congolais. Je termine aussi par dire que la monnaie, c'est aussi un bien économique.
il ne faut pas s'étonner que notre monnaie puisse perdre de la valeur. La monnaie obéit aussi à la loi de l'offre et de la demande. Plus l'offre de devises ou des francs congolais, Patrick l'a dit, il y a une grande quantité de grandes masses monétaires en circulation. Et donc l'opération d'éducation des festivités de fin d'année est justifiée. Je vous ai dit, j'écoute son argumentaire. Ce qu'il a dit est juste. Toutes les opérations d'adjudication pour racheter le surplus des francs congolais en circulation est justifié. Mais, et dans la durée, est-ce que vous pensez que c'est une stratégie je pense qui que paye? ce n'est pas une solution à long terme et à longue durée. Revenons aussi sur les réserves d'échange. Vous avez parlé de 7,5 milliards de réserves d'échange que nous avons. Mais selon les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, cela ne représente que plus ou moins 4 à 5 mois d'importation. L'idéal veut qu'on puisse avoir 12 mois de réserves pour rassurer les opérateurs économiques, la Chambre des importateurs de la Fédération des entreprises du Congo. Parce que ce sont eux qui ont plus besoin de devises pour aller se réapprovisionner en chinchard, en sac de riz, en lait. Les miniers vendent les cuivres, les cobaltes et autres minéraux en devises et ils n'ont pas de problème. C'est plus les importateurs des biens et services et des matériels. Merci beaucoup pour la reconstruction du pays. Je me tourne vers Patrick Ilunga. Il parle de solutions. Il faut renforcer la production locale de ce que nous consommons au Congo. Et pour vous, c'est la même chose comme stratégie pour justement obtenir la stabilité monétaire dans la durée, la stabilité en tout cas du franc congolais. Oui, il faut une production qui soutient, qui vient en support à la monnaie nationale, le franc congolais. Je vais vous donner un exemple de 2 produits de grande consommation. On laisse d'abord les produits qu'on mange. Rapidement, parce qu'on... Oui, on donne 2 produits, les cabellos, les faux ongles. Allez au ministère du Commerce international, Commerce extérieur, on vous dira que c'est milliards de dollars chaque année. Bon, ça peut-être qu'on ne peut pas être en mesure d'interdire à nos femmes d'importer ça. Mais si on regarde par exemple les jeans que nous portons, allez à la friperie. Allez par exemple dans des pays comme Lesotho, ils produisent localement. Ce qui fait que si cette intelligence est mise sur place, on laisse d'abord l'agriculture. Si cette intelligence est mise sur place, toute la grande masse de l'argent qui va à la friperie, au jean consort, ça peut se consommer localement et ça va soutenir la monnaie nationale. Et on peut ajouter aussi les laits. L'Angola produit son lait. Merci beaucoup. Voilà. On ne saura pas malheureusement ajouter les laits. On a terminé l'émission. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de votre magazine à la une qui a été réalisé par Serge Kaniki et Giscard Tamba, également Benny Fombo. Merci Eli Kabea, les prophètes Eli, et je vois également la participation de Chouchou Kaoa à la production, également la supervision, à la coordination générale, Willy Kalengai, le directeur général de Géopolise Télévision. Merci à Noël Tunda pour la coordination technique, Elis Pemba pour le programme. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Merci à Patrick Ilunga, spécialiste des questions sécuritaires et des politiques économiques. Merci à Dieudonné Bonali, directeur du magazine Géopolise Magazine, spécialiste de questions économiques à Géopolise Télévision. Moi, je retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine à la une.